Jamais. Elle a souffert de moi. Ils se sont servis de moi pour son initiation, mais elle n'a jamais souffert intérieurement de ses forces. Elle a un rapport, une communication parfaite, plaisante, intelligente, et elle est totalement à l'aise avec ses forces. C'est par moi qu'elle a souffert. Et je sais qu'il y a des gens qui ont toujours eu avec ces forces des rapports très, très intéressants. Mais ça dépend du plan de vie de chacun. Moi, j'ai dû souffrir parce que je devais vivre, être, tout né. Comment on dit tout né en français? Syntonisé. Je devrais être syntonisé le plus parfaitement possible pour pouvoir transmettre le plus parfaitement possible l'information. Sans ça, je n'aurais pas eu à souffrir. Alors, la syntonisation change les vibrations des corps, et à ce moment-là, au moins, l'individu peut servir à quelque chose. Vous pouvez, au niveau des efforts personnels, des méthodes qui existent, préparer le terrain spirituel de ce travail. Mais lorsque le contact avec les forces se fera, à ce moment-là, ce seront les forces qui créeront la syntonisation. Parce que ce qui est intéressant dans le phénomène de la sixième race, c'est que l'homme, pour une fois, n'a plus d'efforts à faire. Il a fait tous les efforts, il a essayé, il a cherché, il a atteint un certain niveau d'évolution. Maintenant, il a été préparé et maintenant, il est prêt au contact avec les forces. Et à ce moment-là, les forces font le travail, l'homme s'intonise et éventuellement, lorsque c'est le temps, il prend contact avec la conscience de l'invisible. Et pour quelle raison est-il prêt maintenant? Il ne l'était pas il y a 2000 ans. Parce que les cycles de l'évolution doivent être respectés. L'homme, il y a 2000 ans, était encore à un stage où son corps mental n'était pas très développé. L'homme, il y a 2000 ans, était très barbare. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme n'a pas compris le message du Nazaréen. Mais l'homme de la sixième race pourra comprendre, parce que son corps mental, ça nous prend un outil. Il faut que le corps mental soit développé pour comprendre quelque chose. Les races, l'évolution des races, les temps doivent être respectés. Et l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, a été préparé au cours de son évolution par son expérience, par le développement de sa pensée philosophique, par sa recherche spirituelle, philosophique, théologique, est arrivé à un point où il est prêt maintenant à faire un saut en hauteur, c'est-à-dire à renverser la vapeur. Y a-t-il présentement sur la Terre les autres races? 1, 2, 3, 4. Vous avez parlé tantôt de la cinquième race comme étant la race aryenne. C'est-à-dire que, oui. Puis les races bonariennes. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il en existe encore des représentants? Oui. Les pygmées sont un exemple. Mais les pygmées représentent, une fonction particulière. Les pygmées représentent une fonction de rechange. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui veulent évoluer sur la planète, mais qui sont très très peu évoluées. Et les pygmées, les corps, la continuité biologique de la population pygmée permet de les recevoir. Mais à un certain moment, les races doivent être détruites afin que cessent ces incarnations, pour que les âmes s'incarnent dans des corps matériaux plus avancés. Alors, il y a des races qui sont ce qu'on pourrait appeler retardataires sur le plan occulte, pas sur le plan politique. Madame veut savoir comment va se faire l'épuration là, qui va faire passer certaines êtres dans la sixième race. L'épuration au niveau des races. L'épuration va se faire, elle se fait déjà, je vous donne un exemple, parce que les exemples sont toujours plus faciles. Vous avez les Indiens en Amérique du Sud, vous avez l'homme blanc qui traverse l'Amazone et qui perce les grandes forêts amazoniennes pour construire des pipelines, pour construire des routes. Il déplace l'Indien, il le change, il transmute sa psychologie. Il choque constamment sa psychologie culturelle. Il ajoute
il diminue à l'individu et éventuellement il affaiblit la race. Il affaiblit la race disparaît. Ce sont les hommes qui feront disparaître les hommes. Mais ça fait partie du plan. On s'arrêterait ici, Bernard. On a une bonne heure et quart de fête ensemble et on se retrouve dans environ 20 minutes, même place. Toute la conférence de Bernard, elle est enregistrée sur cassette à l'arrière. Alors, dans 20 minutes. Je fais la même remarque que je fais souvent. Quel a été le péché commis par Adam et Ève? La désobéissance ou le sexe? Ou la gourmandise? Ou la gourmandise, la pomme? C'était l'automne, hein? Pour qu'il y ait des pommes dans les pommiers, c'était l'automne. Puis là, il leur a dit, je vous chasse et allez, à l'avenir, vous serez obligés de vous habiller. C'était normal, l'hiver s'en venait. C'est pour donner des idées, c'est parce que je vais essayer qu'ils s'en souviennent, tu sais, sa mémoire. Mais... Mais tu passes à d'autres questions? Dirais-tu que je passe à d'autres questions? Ouais. OK. Ça viendra peut-être la réponse à un moment donné. Peut-être qu'elle va venir tout à l'heure. Attends. Chaque homme possède un ajusteur de pensée. Se peut-il qu'un homme capte ce qu'il... entre eux? Ce qu'il... Non, c'est un mot. C'est un petit mot. Ce qu'ils disent entre eux. Bon. Chaque homme possède un ajusteur de pensée. Se peut-il qu'un homme capte ce que d'autres ajusteurs de pensée se disent entre eux? Je continue. C'est ça, il y a des gens là, qui vont peut-être être surpris du silence de Bernard. C'est que Bernard a souvent dit, là, les formes, les détails, comme tantôt, madame, avec le voyage de l'âme, sont des termes, sont des écoles de pensée, puis Bernard essaie de se décrocher des écoles de pensée, puis des formes aussi. Mais je suis sûr que sur l'intellect de bien des personnes, là, ça demande des réponses. Quelles sont les possibilités de l'ajusteur de pensée envers ses protégés? Quelles sont les possibilités de l'ajusteur de pensée envers ses protégés? Bon, celui-là peut-être, ça s'en vient? On pourra les reprendre de toute façon un peu plus tard. Hein? Bernard va venir à un moment donné en disant les questions du début. Là. Qu'entendez-vous par la force de vie ou par les forces de vie? Mais t'es pas branché, voyez-vous, c'est pour ça qu'il ne faut pas savoir les réponses. On fonctionne avec la batterie à terre de toute façon. Les forces sont la totalité une coupe, c'est ce que je te dis. Une coupe. C'est très différent du sujet qu'on abordait tantôt. C'est peut-être pour ça aussi là, qu'il y a un déphasage. Voulez-vous nous dire la différence entre l'incarnation et la réincarnation? La mort noire et la mort blanche? Là, je suis pas capable de parler. Je suis pas... Fumer une petite cigarette. Ça arrive dans un salon, vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrête de parler, c'est les autres qui parlent. Bon, ben, on va se parler. Puis ça va le stimuler à partir à parler. Je le connais parce que dans le salon, c'est la même chose. À un moment donné, Bernard va arrêter de parler.
C'est plus lui qui parle. Il écoute, par exemple. Qu'est-ce que c'est que les autres se disent? Puis à un moment donné, là, il parle en grande. Je continue à lire des questions, puis ça va stimuler aussi. Est-ce qu'il existe dans notre galaxie ou une autre, une planète du nom de Vulcain? Star Trek, ça. Si oui, est-ce qu'elle agira en régénérant les cellules des humains et les rendra immortels? Si oui, est-ce qu'elle aura comme fonction de régénérer les cellules des humains et les rendra immortels? L'immortalité, ça se peut-tu, pour commencer, dans le plan physique? Ça se peut dans le plan physique, matériel, biologique. L'immortalité. On le voit nulle part sur la planète. Les arbres finissent par... L'immortalité n'est pas éternelle. L'immortalité, c'est un concept humain, l'immortalité. Être immortel, ça veut dire avoir le pouvoir de ne pas mourir inconsciemment. Ça veut dire avoir le pouvoir de transmuter le corps matériel. Ça veut dire avoir le pouvoir de changer de plan à volonté. C'est ça que ça veut dire, l'immortalité. Survivre. Durer longtemps. 900 ans, 1000 ans, 1500 ans, suivant la période de travail où un être a à faire sur une planète. Parce que vivre 90 ans, ça n'a pas de bon sens. T'as pas de temps. Dans la Bible, on disait autrefois que les gens vivaient très très vieux, 500-600 ans. Ça peut être vraiment 500-600 ans. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est les lunes. C'est-à-dire que il y a des êtres qui ont vécu longtemps, mais pas tous les hommes. Mais on a tendance à penser que l'immortalité, c'est éternel. L'éternité, c'est une autre dimension de temps. L'immortalité, c'est une condition spatiale du pouvoir de la volonté sur la matière. Tu nous as déjà parlé du renversement de la galaxie. C'est à partir de ce moment-là que le temps se compte ici. À partir du renversement des galaxies que le temps commence à exister. Avant le renversement de la galaxie, il n'y avait pas de temps. Mais quand tu parles du renversement de la galaxie, parles-tu des étoiles, là, la soucoupe, là? Je parle de toute la galaxie. Un renversement complet. Un autre polarité. Un autre. Tous les plans, physiques et les autres. Ce qu'on appelle, je pense que la raison qu'ils ne répondent pas aux questions, c'est parce qu'ils veulent faire une genre de petite conversation de salon. Ce qu'on appelle, nous autres, les forces de la lumière, on parle des forces de la lumière, les forces de la lumière. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est les forces de la lumière. Puis on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire les forces de la lumière. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la lumière, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'homme. Alors, les forces de la lumière sont des intelligences en évolution. Des êtres en évolution, mais qui sont totalement en dehors de la forme. Ils sont en dehors du temps. Ils ne sont pas touchés par le temps. Un homme qui meurt, qui change de plan, est prisonnier du temps, comme nous autres, sur le plan matériel, on est prisonnier de l'espace. Un homme, un égo qui meurt, est prisonnier du temps. Si tu communiques avec des égos qui sont morts, puis tu leur demandes qu'est-ce que c'est leur plus grande souffrance, ils vont te dire deux choses. C'est noir, il n'y a pas de lumière. Puis pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce qu'ils sont prisonniers du temps. C'est leur plus grande souffrance. Tandis que dans la lumière, le temps n'est plus le même. Le temps dans la lumière est très rapide. Le temps dans ce que les gens appellent les ténèbres est très long. Puis en dehors de la lumière, puis en dehors des ténèbres, il n'y a pas de temps. Alors, les forces de la lumière, quand on dit les forces de la lumière sont en dehors de la lumière. C'est leur mouvement dans l'esprit. Leur mouvement dans l'esprit, autrement dit, dans la totalité de l'énergie originale de l'Aleph, qu'ils deviennent lumineux. Et qu'ils tracent sur différents plans, différentes formes pour l'évolution. Mais eux sont totalement dehors de la lumière.
Pour eux, le temps n'existe pas. C'est l'instantané. Mais aussitôt que tu tombes dans la lumière puis que tu tombes dans les ténèbres, tu tombes dans deux sortes de temps différents. Dans la lumière, le temps est très rapide. Et dans les ténèbres, le temps est très long. Et les êtres qui meurent, on parlait il y a quelqu'un qui me demandé une question sur la mort noire tout à l'heure. La mort noire, c'est une mort inconsciente. Autrement dit, l'homme qui meurt, tous les hommes qui meurent, souffrent la mort noire. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent sur l'autre plan, ils sont prisonniers du temps. Ça peut durer 100 ans, 300 ans, 600 ans avant la prochaine incarnation. C'est la souffrance. 2000 ans. Tandis que les êtres qui sont dans les lumières, qui sont plus évolués, le temps est beaucoup plus rapide pour eux. Et les principes qui sont très personnels, qui sont éternels, mais qui sont parfaits, et qui sont ce qu'on appelle les forces de la lumière, ces principes-là sont totalement en dehors de la lumière. Ils se servent de la lumière pour créer des formes dans le cosmos. Alors, s'ils se matérialisent, s'ils se manifestent pour une raison ou une autre sur un plan très très bas en vibration, ils vont descendre un rayon de lumière, un petit faisceau, là, très très petit, là. Puis là, il va grandir. Rendu près de l'individu, le faisceau devient plus grand, il descend. Puis là, ils se promènent sur ce réseau-là. Ils se servent du faisceau comme un laser. Ils se servent du faisceau, et c'est sur le faisceau qu'ils se promènent. Rendu au bout du faisceau, là, ils peuvent se manifester dans une grandeur normale. Ils vont prendre une forme quelconque pour que l'homme puisse s'identifier avec une forme quelconque. Parce que l'homme a toujours besoin d'une forme pour s'identifier. Y a-t-il un faisceau spécialement pour la planète Terre? Les faisceaux qu'ils choisissent sont toujours en relation avec l'âme. Ils ne sont jamais en relation avec la planète. Parce qu'il y a des hommes qui viennent de différentes planètes. C'est toujours en relation avec l'âme qu'ils choisissent le faisceau. Puis le faisceau semble toujours, il vient jamais du bas, le faisceau. Le mouvement n'est jamais du sol vers le haut. Il est toujours du haut vers le sol. C'est pas qu'on a toujours tendance à dire en haut, en bas. Parce qu'effectivement, ils descendent de même. Dans notre espace-temps, nous autres, ils descendent comme ça. Puis au bout du faisceau, ils se manifestent. Là, tu les vois dans une grandeur normale. Mais ils peuvent changer de forme comme ça. Puis nous autres, il faut qu'on s'habitue à ne pas s'attacher à la forme. Y a-t-il des gens qui sont amenés par ça? Ça amené à quoi? Amenés par ce rayon, si tu veux, ou pénètrent dans un rayon qui les adhère dans la forme et les fait dématérialiser. Ah ben oui, effectivement. Effectivement, oui. Effectivement. Ça peut se faire dans la cuisine en train de manger. Tu fais n'importe où. J'ai un problème d'une femme qui ça faisait à peu près 2 ans qu'elle disait à son mari, ils viennent dans la maison, je les vois comme je te vois, mais quand t'es pas là, puis quand t'es là, ils viennent jamais, puis etc. Puis un bon jour, son mari est arrivé à la maison, il y avait une tasse de café qui était encore sur la table, mais il a jamais revu sa femme. Ça fait 2 ans de ça. C'est quelqu'un d'assez important, puis on a beau lui donner des explications sur ce côté-là. Il y a des disparitions instantanées qui se font. Effectivement, il y en a. On peut-tu demander ce contact-là? On peut. Non. C'est eux autres qui décident ça. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut le refuser, par exemple? Ça dépend de sa puissance. Ça dépend de la puissance. Ça dépend d'où vient le rayon. Ça dépend de la centricité de l'homme. Si l'homme est très centrique, ils ne peuvent pas l'influencer. Au niveau extraterrestre. Puis elle est toute là, la patente. Quand je parle de centricité, c'est pas tellement pour aujourd'hui, comme pour demain. Parce que demain, plus tard, il y aura sur la planète des extraterrestres qui viendront de différentes planètes avec différentes intentions. Et comme ils manipulent la lumière, l'homme pourra très facilement penser que les extraterrestres font partie des forces de la lumière.
Et ce n'est pas nécessairement ça. Comment les distinguer? Il n'y a qu'une façon, par soi-même. C'est là l'importance du contact avec le supramental. Parce qu'un homme qui est dans une pièce, bon, je te donne un exemple, Il y a une religion qui a été fondée aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Je ne vais pas dire quelle religion, mais le bonhomme qui est venu en contact avec ce rayonnement, il y a un personnage qui s'est manifesté à lui, il a donné un nom, il dit « Je m'appelle l'archange un tel ». Mais lui, le bonhomme qui a fait l'expérience de ça, était dans aucune position psychologique pour pouvoir savoir si c'était réellement ça. Quand il est parti de son expérience, quand il s'est relevé de son expérience, il y avait seulement une voie possible pour lui, c'était de former une religion. Parce que l'expérience psychologique astrale de l'homme, dans un contexte comme ça, est tellement puissante que l'homme, s'il n'est pas contacté, s'il n'est pas centrique, n'a plus, au niveau de sa subjectivité, de son ego, le pouvoir de dépasser la forme ou de la comprendre parfaitement. S'il ne la dépasse pas, la forme, puis il ne la comprend pas parfaitement, et que ça s'adonne que la forme fait partie de certaines forces retardataires au niveau de l'évolution de l'homme, c'est foutu. Ils vont lui faire ce qu'ils veulent, puis lui, il va devenir un yo-yo, un outil dans tout ce processus-là. Puis je dirais qu'à 100%, ce que je dis depuis 3 ans, c'est en relation avec l'éventuel contact entre l'homme et des intelligences très avancées qui ont le contrôle sur la matière, qui voyagent dans le temps, mais qui ne sont pas nécessairement les forces de lumière. Alors, il y a une façon seulement pour l'homme de savoir avec qui ce qu'il deal, c'est par lui-même. Pas demander aux autres. C'est délicat, parce qu'on n'est pas fort. C'est pas qu'on n'est pas fort. On n'a pas développé notre force. On a la force, mais notre force est en relation avec les forces de lumière. Alors, les forces de lumière pénètrent, transmettent, on souffle, on est écœuré, mais ils savent ce qu'ils font. Puis un jour, là, la résistance, le tuning est fait. Quand ça se produit, ça, si l'homme doit entrer en contact avec ou faire l'expérience de certains événements qui sont réellement paranormaux, qui sont extratemporels dans notre sens à nous autres, l'homme, au moins, il est équipé, est totalement maître de lui-même, est un agent libre, et peut dire, parce qu'à ce moment-là, il y a le contact. Alors, une fois que tu as le contact, tu sais. À ce moment-là, tu peux parler avec ces intelligences-là sur un même pied d'égalité, puis pas te faire remarquer. À ce moment-là, tu travailles avec eux ou tu les repousses. Alors, si ces intelligences-là font partie de la hiérarchie, font partie des forces de lumière, c'est évident que ton entendement et leur entendement, c'est un entendement universel. À ce moment-là, tu travailles avec eux autres. Tu es toujours en sécurité cosmique avec eux autres. Mais si ces intelligences-là ne font pas partie de la hiérarchie, ils font partie des forces opposées à la hiérarchie, si tu n'es pas préparé, tu embarques dans leur jeu. Puis tu ne peux pas le savoir tant que tu ne subis pas l'expérience de la mort. Là, tu te réveilles. Alors, l'homme doit savoir avant de mourir ce qui se passe. Alors, on dit, l'homme doit apprendre éventuellement, l'homme apprendra éventuellement à communiquer avec l'invisible d'une façon parfaite pour pouvoir, lui, être totalement autonome, créatif, agent libre, travailler avec les forces de la lumière et pouvoir reconnaître les forces qui retardent l'évolution à tous les niveaux. Ah, les gens parlent de l'occulte, puis ils parlent de l'ésotérisme. Ça, c'est le fun pour eux autres. C'est intéressant pour l'esprit. Ils se meublent l'esprit. C'est vrai que c'est intéressant. La philosophie, le mysticisme, tout ça. Là. Mais quand tu rentres dans le ball game, tu t'aperçois que ton bat est court en maudit.
Puis la balle, tu ne vas pas venir tout le temps. Tu ne vas pas venir. Fait qu'il faut que tu puisses allonger ton bat, puis voir la balle venir très précisément. Parce que là, tu peux plus faire le fort ball. Fait que si tu ne frappes pas des home runs à tout coup, c'est tout bad. Ton club perd. Ça, c'est l'humanité. Voilà. Moi, ils me disent souvent, vous êtes totalement ignorants. Les hommes. Totalement ignorants. Pourquoi? Parce qu'on est dans la forme, on est prisonnier de la forme. Puis les formes, surtout à tous les niveaux. Souvent, il me dit, la moindre pensée contient une émotion. La moindre pensée contient une émotion. La moindre pensée subjective contient une émotion. L'émotion vous empêchera d'entrer en contact avec le mien parce que vous êtes pétrifié. Quand tu regardes ça, cette affaire-là, faut que tu puisses le regarder de façon totalement neutre, mentale. Tu ne peux pas rentrer ton émotion là-dedans. Puis c'est l'émotion de l'homme qui va retarder l'évolution de l'homme, qui a retardé l'évolution de l'homme. Parce que l'émotion fait partie de la nature animale de l'homme, tandis que le mental fait partie de la nature divine de l'homme. L'émotion, quand elle est positive, elle est belle, tout ça. Ça, c'est comme le gars qui est sur un pic de montagne, puis qui bave, parce que c'est beau. Mais un jour, il pourrait être sur le pic de la montagne, puis il ne bavera pas pantoute, parce qu'il n'y aura rien là pour lui, parce qu'il y aura d'autres choses. Mais l'homme est plus évolué que l'animal. Effectivement. Mais je veux dire que le corps astral de l'homme... Il n'y a que l'homme qui peut pleurer. Il n'y a que l'homme qui peut rire. Oui, parce que c'est seulement l'homme qui a un ego. Heureusement, c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. L'homme a un ego. L'homme a un corps mental. Il peut penser. Mais c'est pas fini l'évolution. Minéral, végétal, animal. L'homme, surhomme. L'homme-esprit. Mais nous autres, quand on arrive à la fin d'un cycle où il y a des changements de vision, des changements de proportion, des changements de réalité, automatiquement, l'homme a tendance à rechigner sur ce qui lui est présenté parce que ça ne fait pas son affaire. Il est habitué depuis tant de mille ans à penser de même. Fait que c'est normal. Ben, il tient à la vie, l'homme tient Effectivement, à la vie. l'homme tient à la vie. Mais l'homme n'a pas besoin de tenir à rien, parce que la vie est là. C'est la vie qui le tient. C'est pas lui qui tient à la vie. Penses-tu qu'une minute... Tu penses-tu que pour une minute, si vous n'avez pas de faire sauter la patate, il ne fera pas sauter la patate? Tu tiens à la vie par ton corps de désir, c'est le fun, la vie, c'est normal. Mais la vie, elle vient d'où? Elle vient de ces grandes forces-là. C'est ces forces-là qui nous tiennent, qui nous donnent Oui, il y a beaucoup de trucs ésotériques qui nous amènent à essayer de vivre la mort en restant vivant, mais à vivre la mort pareil. Le voyage de l'âme, c'est justement un décrochement sur la vie. Le voyage de l'âme, c'est peut-être le rapprochement le plus près dont peut faire l'homme avec la mort. C'est pour ça que c'est une grande expérience, le voyage de l'âme. Mais je dis encore tout le temps, c'est pas la fin du monde. Accrochez-vous pas au dernier verre d'eau sur la table, quand il y a une mer autour. Tu sais, je veux dire. Puis on a tendance à s'accrocher au dernier verre d'eau. Ah, je l'ai à patente. Alors, chaque école a une patente. Les Rose-Croix ont une patente qui est bonne, les autres encore ils ont une patente qui est bonne. Toutes les écoles ont une patente qui est bonne parce que s'il n'y avait pas ces patentes-là, les gens ne seraient pas arrivés au niveau où ils sont rendus aujourd'hui. Mais c'est pas la fin, c'est le commencement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais même que les gens comprendraient. Les gens, Quand tu l'as compris, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça change? quand tu l'as compris, ça ne change rien. La seule chose, c'est que tu l'as compris. C'est interne, cette affaire-là. Quand tu dis qu'il ne faut pas penser, puis si tu oublies de mettre la gasoline dans le réservoir, à un moment donné, tu vas t'arrêter sur le bord du chemin. Tu sais. S'il fait froid, tu vas geler, puis s'il n'y a personne pour t'aider, tu vas crever là. Tu sais. Pas pouvoir penser, ça veut pas dire être stupide. Quand tu vas faire pipi, toi, tu penses pas à chaque fois que tu y vas.
Tu y vas. C'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un tantôt, mais en te mettant ça sur le dos. Exactement. Hein? Sont là les dames, ben oui, je disais. Mais si tu y pensais à chaque fois que tu y vas, tu commences à avoir des problèmes. Le psychiatre, je penserais peut-être tout le temps. Puis il y en a qui y pensent. Oui, mais cette prise de conscience cosmique, là, ça en fait décrocher de la réalité, bien du monde. Puis là, ben, ou ben non. L'initiante, si tu veux. Une personnalité qui arrive à quelque chose de différent. C'est toujours l'expérience de celui qui entre en contact avec cette personnalité initiante-là. Autrement dit, je vais donner un exemple. Souvent, t'es smart. OK? Moi, je t'explique quelque chose. Je dis, Richard, là, ça marche de même, cette affaire-là. Et je te dis, crois-moi pas. Mais je te dis, moi, dans mon expérience, ça marche comme ça. Fait que toi, au cours de ton expérience, tu t'aperçois, ouais, c'est vrai, ça marche de même. Puis t'avances. Hop, ça. Pas parce que je te l'ai dit, mais parce que je t'ai fait comprendre, je t'ai donné des clés, ce que j'appelle des clés. Puis dans l'ouverture de tes sens, puis au cours de ton expérience, tu as vu que c'était bien de même que ça marchait. Un jour, tu viens voir, tu dis, c'est vrai. C'est ça. Tu dis, c'est ça. Parce que tu le vis, ça. Tu le sais par toi-même. La seule chose, c'est que moi, je l'ai vécu avant toi. J'ai l'impression que ça rend pas plus intelligent d'être contacté. Ah, l'intelligence, c'est un mot, ça. Intelligence. Je suis pas plus intelligent aujourd'hui que j'ai l'été, je sais pas moi, quand j'avais 17 ans. C'est que la forme a changé. Les formes, ce que je vivais au niveau de mon ego, si tu veux, avant le contact, puis ce que je vis aujourd'hui, c'est deux affaires différentes. Ma conception de la vie est totalement différente. Mais il y a des gens qui sont simples, presque simples d'esprit, comme ils disent dans la Bible, qui se posent pas beaucoup de questions, qui ont pas l'air très... Ils sont pas d'ailleurs effectivement très intelligents, mais ils ont catché quelque chose, par exemple. L'intelligence, il y a de l'intelligence puis de l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, en général, on parle de l'intelligence intellectuelle. Moi, d'intelligence intellectuelle, je n'ai pas. Mais il y a un autre niveau d'intelligence. L'intelligence, c'est une énergie, c'est un principe. Si le principe se situe au niveau du cerveau humain, de la mécanique, ça devient de l'intelligence rationnelle. Si le principe se situe au niveau du corps mental supérieur, c'est simplement de l'intelligence créative. Moi, il y a un petit gars qui me demande une fois, il dit, Bernard, il dit, qu'est-ce que c'est la racine carrée de 3? J'ai dit, c'est 1 point, babababababa. Après ça, j'ai pris mon crayon, puis c'était ça. Eux autres, ils disent, c'est de même qu'il faut savoir. Eux autres, ils te donnent l'information, tu t'en sers. C'est une autre sorte d'intelligence, mais ça fait toujours partie de la même intelligence. Mais quand tu n'es pas conscient de cette intelligence-là, mais tu prends ton crayon, tu fais tout le travail mécanique. C'est bien long. Je me demande tout le temps s'il n'y a pas de la biologie en arrière de ça. De quoi? La biologie. C'est-à-dire les enfants prodiges, là, qui sont mathématiciens prodiges. Les enfants prodiges sont des enfants qui ont déjà le pied dans le supramental. Les scientifiques vont comprendre ça un de ces jours. Le phénomène des enfants prodiges, Mozart, qui compose de la musique à l'âge de 4 ans, il était déjà dans le supramental. Tu penses-tu que ça vient de l'intelligence rationnelle, ça? Ça provient de supramental. Y a-t-il quelqu'un qui a une cigarette dans la salle à me prêter? Je vais vous envoyer un chèque. OK. On va prendre une mauvaise habitude. Alors, les phénomènes, puis les scientifiques commencent à s'ouvrir la lumière un petit peu, là, ils commencent à trouver que c'est un petit peu plus paranormal qu'on pensait avant. Là, ils tombent dans le paranormal. Le vieux, là, qui a 60 ans, là, puis il demande multiplie-moi donc 1,5 million par 1413, puis qui donne la réponse tout de suite, ça vient d'où, ça? Ça vient pas de son derrière. Il y a un écran mental, puis les chiffres, ça marche, puis il y a la réponse. L'information, elle vient d'où? Elle vient des autres plans. C'est ça que la science n'a pas compris. C'est pas du biologisme, ça. On va parler de biologisme. C'est une faculté extrasensorielle. Il y a des hommes, un peu partout dans la société, qui l'ont. Puis
On les reconnaît de plus en plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une science qui se développe, la parapsychologie. Heureusement qu'elle est venue, celle-là. Mais c'est pas la fin du monde, on commence. C'est paranormal. Mais si, puis beaucoup de gens ont l'écran mental, beaucoup de gens peuvent voir, si tu leur donnes dans leur mental 13 multiplié par 7, ils voient 13 multiplié par 7 égale. Tout d'un coup, le égal, il n'y a pas de chiffre. S'il y avait un chiffre, ça deviendrait un pouvoir, ça doit découper. Ou ils vont avoir 2 multiplié par 1, ça va être 4. Ça fait que ça coupe le courant tout de suite. Mais il y en a, ils ont 2 multiplié par 2, ça donne 4. Ils ont 8 par 8, ça donne 64, ainsi de suite. Ça, ce sont des phénomènes dont tu parles. Quand tu es rendu d'un million, puis tu commences à aller plus vite qu'un computer, mais IBM t'engage, tu comprends? Tu vas mettre de la machine à terre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inventions qui sont produites par des scientifiques la nuit, alors qu'ils ne sont pas supposés être conscients. Ils dorment. Niels Bohr, c'est un exemple. Il a trouvé le modèle de l'atome dans la nuit. Il s'est levé, il était énervé, il a voir sa femme, il dit « J'ai rêvé ». Les grands hommes, les grands scientifiques, pas les technocrates, là, les grands, gros, seraient surpris par ces gars-là pour voir jusqu'à quel point ils savent qu'il y a quelque chose en arrière du cerveau. Einstein, c'est l'était. Il dit « I see the clock, but I don't see the clockmaker ». Il savait qu'il y avait un clockmaker. Tesla, peut-être un des plus grands scientifiques du 19e siècle. Non, on est des péteux, on est des orgueilleux, on se pense plus nombreux du monde, puis on se pense intelligent. Quand l'intelligence est un principe qui active toute la création, puis qui passe à travers notre cerveau, puis une fois qu'on est débloqué, là, que nos toilettes sont débloquées, là, ça passe. Mais avant qu'ils nous le fassent, parce qu'on a un petit égo, on est orgueilleux, ils attendent 20 ans, puis là, ils t'en donnent ça à petite dose, puis quand c'est le temps, là, tu t'en sers, mais t'es plus subjectif. J'en reviens encore avec cette histoire de biologie parce qu'on a découvert seulement l'année dernière qu'il y a des hormones dans le cerveau qui sont absolument essentielles à tel âge, puis à tel âge après c'est d'autres hormones, puis à tel âge, pour qu'on puisse comprendre, saisir certaines choses. C'est bien biologique. Ça m'a l'air que le jour où on découvrira toutes les clés, on agira sur le cerveau comme une bonne mécanique pour lui donner toutes les possibilités. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Je suis tellement d'accord. Mais le cerveau est un support matériel pour l'esprit. C'est le temps. C'est un radio. C'est ça. Ton radio, toi, quand Ginette Renault chante, elle n'est pas dans la radio, Ginette Renault. Il est bien trop petit. Mais à part ce travail du radio. De la tête aux fesses. Belle voix. Mais ce tuning-là, là, c'est nous autres qui l'avons le contrôle ou on ne l'a pas? Le tuning est fait par eux autres, c'est eux autres qui tunent. On est tunés tout le temps, même les gens inconscients sont tunés. Quelqu'un qui se drogue, il se détune. Une personne qui se drogue se détourne. Très Quelqu'un bon. qui a une bonne alimentation, un bon système physique, d'activité physique. Ton corps physique est plus tuné. C'est tout vibratoire. Un couple de personnes qui est ajusté physiquement, biologiquement, mentalement pour bien matcher. Ils sont plus tunés. Adolf Hitler avait raison quand il cherchait à produire une race. Oui, il avait raison, théoriquement, parce qu'il s'est fait prendre dans le jeu des forces qu'il contrôlait. Les expériences que les Américains ont fait au Vietnam sur les humains, là, les cerveaux et tout ça, c'est pour toujours en arriver à créer cette super race. L'homme cherche toujours à développer, pas développer, pas développer. Ça ne pourrait pas être de cette manière-là qu'on arriverait à la 6e race. Non. La 6e race sera créée. La 6e race sera une race qui sera créée par en dedans et non par en dehors. T'as vu ma réponse, c'est celle-là. Croyez-le pas, c'est des affaires. La 6e race, ça va être créée par en dedans et non par en dehors. Le pouvoir viendra d'intérieur. Sans ça, on se détruirait. On est des vrais sauvages. Pas un cadeau, l'humanité. On a réussi à produire un double parfait d'un mammifère la semaine dernière. Puis l'être humain, c'est un mammifère. Ouais. L'homme,
La science d'aujourd'hui n'a pas le droit de produire un clone humain. Qui dit ça? C'est ça. C'est comme autrefois les papes qui disaient t'as pas le droit d'ouvrir le cadavre d'un mort parce que c'est le tombeau de l'âne. Richard, quand un scientifique a une intuition, elle vient d'où son intuition? Elle vient pas de son nombril. Ouais, de Bernard. Tous les scientifiques ont eu des intuitions qui ont fait avancer la science. C'est juste. Tous les pas que les scientifiques ont fait, ça avait toujours deux sens, positif et négatif. C'est juste. Puis le clonage, qu'est-ce qui dit que c'est pas la porte d'achoppement pour enfin avoir une... C'est pas le temps. Ça va venir, mais c'est pas le temps. C'est pas l'humanité du 20e siècle qui va produire le cloning au niveau humain. Parce qu'un homme existe en tant qu'homme quand il y a un ego, puis l'ego fait partie du corps mental, puis l'ego, c'est la partie spirituelle de l'homme. L'astral, le corps astral, c'est pas la partie spirituelle de l'homme. Mais quand tu dis c'est pas le temps, C'est pas le temps. C'est pas le temps parce que les hommes ne sont pas conscientisés. La science n'est pas une science universelle. Quand la science sera universelle, à ce moment-là, l'homme pourra produire du clone, faire du cloning, puis le cloning servira à arbitrer les relations entre les gouvernements universels et les départements d'organisation sociale sur la planète Terre ou sur d'autres planètes. C'est ça les clones. C'est des robots. dans la même ligne de pensée, si vous avez des questions là, de votre place, gênez-vous pas pour y aller du tac au tac. On est dans le salon, la seule différence, c'est qu'il y a bien du monde, mais... T'es venu écouter Bernard, il est ici, là, c'est pour, à partir de maintenant, hein? Oui, vas-y. Vous semblez parler positivement de la cosmogonie d'Urantia. Vous semble aussi approuver le fait de la théorie de la réincarnation. Puis un de mes amis qui a bien lu la cosmogonie d'Urantia, il semble penser que ça ne supporte pas la théorie de la réincarnation. Alors, comment on se dit J'ai dit que la cosmogonie d'Urantia, c'est un grand livre. J'épouse jamais un livre. Mais c'est pas les anges, c'est pas les pouvoirs de lumière qui ont fait inspirer ce livre-là. Ça fait partie de ce que dit la cosmogonie d'Urantia. Moi, je me compromets jamais. Comprends-tu? Comment dire, tu m'arrives avec 10 livres. Si le livre est pas bon pour l'homme, je vais te dire, va par toi-même. Check par toi-même. S'il est bon pour l'homme, à ce moment-là, il n'y a rien à perdre. Je vais te dire, c'est un bon livre, c'est un bon livre, c'est un bon livre, c'est un bon livre, c'est un bon livre. Alors, la cosmogonie d'Urantia, c'est un bon livre pour l'homme, mais je n'ai pas à épouser les idées de la cosmogonie d'Urantia parce que la fusion me permet de la comprendre, de retrancher ou d'additionner à la cosmogonie d'Urantia. Fait que, en relation avec la cosmogonie d'Urantia, je suis un agent libre. Je peux dire ce que je veux. Si tu parles de réincarnation et d'incarnation, ils ont une raison. Il y a 52 clés dans la cosmogonie d'Urantia qui seront compris par l'homme de l'avenir. Il y a des raisons, il y a des secteurs de la cosmogonie ou de l'évolution de l'homme dans la cosmogonie qui a jamais été rapporté par la cosmogonie pour des raisons très importantes. Concernant la réincarnation, c'est la même chose. Puis s'il y en a qui se rappellent dans la salle, j'ai déjà dit, la réincarnation, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Est-ce que dit au vélo aussi? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre un jour qu'il y a seulement une façon de savoir. C'est en ne pensant pas. Puis quand tu penses pas, essaie de suivre là, les nuances. Là. Il y a seulement une façon de savoir, c'est en pensant pas. Quand tu penses pas, tu cherches pas à comprendre. Si tu cherches pas à comprendre, tu n'es pas sujet aux lois du mensonge cosmique. Si tu n'es pas sujet aux lois du mensonge cosmique, tu es en paix mentale. Quand le temps vient pour toi pour changer de plan, puis entrer en contact avec les autres plans, voir comment ça marche, cette machine-là, à ce moment-là, tu sais pourquoi le concept de réincarnation est donné à l'humanité. Tu sais pourquoi le concept de réincarnation est valide pour l'homme. Puis tu sais pourquoi le concept de réincarnation est une illusion pour l'homme. Parce que tu connais le phénomène de la personnalité.
Puis quand tu connais le phénomène de la personnalité, tu connais le phénomène de la multidimensionnalité de l'homme. Autrement dit, plus tu avances dans tout ce processus-là, plus tu comprends le jeu parfait de l'illusion qui crée la forme. Puis quand tu le comprends, ce jeu-là, c'est parce que tu es en dehors de la forme. Fait qu'à ce moment-là, tu peux revenir dans la forme et la qualifier d'une façon ou d'une autre. De t'en servir si elle sert à ton évolution, ou de la détruire si elle retarde ton évolution. Alors, si la forme de la réincarnation sert à un certain stage de l'évolution psychologique de l'homme pour lui donner un espoir, pour lui faire comprendre des mécanismes cycliques de l'évolution, l'homme s'en sert, il évolue. Si, à un certain moment de son évolution, le concept de réincarnation retarde l'homme parce qu'il s'attache émotivement au phénomène du retour de l'énergie, à ce moment-là, tu détruis la forme de la réincarnation et tu lui en donnes un autre. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que quand tu es libre, puis que tu ne peux plus penser, tu es maître de ce que tu peux créer et tu es maître de créer toutes les formes que tu veux pour faire avancer le stage de l'évolution de l'homme. C'est la fonction des initiés. La fonction des initiés, je parle des initiés, la fonction des initiés, c'est de changer l'esprit de l'homme, changer la vibration de l'esprit de l'homme pour que l'homme éventuellement puisse avoir accès à la lumière de son propre esprit. Tout le reste, tous les livres, toutes les théories, les cosmogonies, tout ça sont des formes, font partie des formes, et lorsque l'homme est libre de la forme, à ce moment-là, il est capable, sur des plans quelconques, de créer des formes nouvelles pour l'évolution d'une humanité quelconque. Et l'homme devient à ce moment-là un agent libre. On est prisonnier des formes. On peut pas ça. C'est impossible de savoir et puis penser en même temps. Tu peux penser puis développer quelque chose. Tu peux penser puis faire avancer une science. Tu peux penser puis faire avancer une philosophie. Mais la forme de la science, la forme de la philosophie, la forme est sujette à une plus grande exploration si tu changes de plan. C'est évident que dans les laboratoires, tu peux étudier l'atome d'hydrogène, mais si tu rentres dedans avec ton esprit, tu vas voir d'autres choses. Si tu veux, je te dis, t'es bien cute, t'es bien fin, mais c'est de même. Tu comprends? Ça coûte moins cher. C'est loin, ça. Le reste, c'est une forme. Oui, monsieur. Quand on est heureux, Quand on est heureux, on est heureux. Le doute fait partie du contraste entre l'esprit, l'ego subjectif de l'homme et l'universel. C'est le mur, c'est le point où l'ego doit traverser quelque chose de plus grand que lui en tant que concept. Là, il doute. Surtout si à ce doute est attachée une valeur émotive, une valeur morale, ou une grande valeur de bien ou une grande valeur de mal. Le doute fait partie du processus de la destruction de la forme. Et l'homme qui entre de plus en plus dans l'occulte doit vivre de plus en plus le doute jusqu'au moment où il réussit à le détruire, à le dépasser et à ne plus souffrir du doute. Le doute, c'est la condition existentielle de l'homme. Et aussi, c'est une condition de pénétration dans les cadres de l'entendement universel. Surtout si l'homme est en proie à soit des révélations intérieures ou soit des révélations qui viennent de l'extérieur. Si, par exemple, on vous contacte, vous entendez quelqu'un qui vous parle dans votre tête, le premier doute que vous allez avoir, c'est si
Des forces du bien ou des forces du mal, parce qu'on pense de même, nous autres. Nous autres, c'est positif, négatif, on est des vraies batteries. Fait que si vous dites c'est des forces du bien, là, t'es content, là, tu te gèles dans la gueule du loup, tout d'un coup. Mais tout d'un coup, qui vous dit c'est des forces du bien et c'est des forces du mal, là, vous ne le savez pas. Puis c'est par cette souffrance-là que se développe le fameux discernement qui est la plus grande panache, puis le plus grand apanage de l'homme. Le discernement, c'est plus grand que la sagesse. Quand les hommes comprendront ça, ils auront compris quelque chose. La sagesse, ça fait partie de l'évolution spirituelle de l'homme. Le discernement, pour la 50e fois, fait partie de l'évolution de l'intelligence supramentale universelle de l'homme. L'homme de la 6e race aura comme grande qualité le discernement, et la sagesse sera déjà en lui. Si vous voulez, vous dise. Tu mettais la sagesse éternelle, quelque chose comme ça, comme 7e différentes sortes de sagesse dont tu as parlé avant l'intermission. Ouais, mais là, c'est loin. Hein, moi. Tu as parlé que la 7e race aurait quelque chose de plus que la 6e race. Ouais, l'homme esprit. C'était la sagesse. La sagesse éternelle. La sagesse éternelle, c'est une sagesse qui permet à l'homme, esprit, de reconnaître parfaitement l'origine de tout. C'est plus grand que le discernement parce que ça ne sert plus à l'homme, ça sert à la galaxie. Dans la 6e race, l'homme se découvrira. Dans la 7e race, l'homme découvrira la galaxie. Dans sa totalité. Il y a des étapes. Tu parles juste de galaxie ou de tout ce qui existe comme manifestation? Tout ce que vous voulez. Mais l'homme doit se... L'homme, comme les gens disent, qu'est-ce qu'il disait Platon? Socrate, Platon, un des deux. Il disait, connais-toi toi-même. Ça, c'était bon dans le temps. Parce que connais-toi toi-même. Suivez ma pensée un petit peu. Occupez-vous pas de ce que vous pensez. Essayez d'écouter ce que je dis. Connais-toi toi-même. C'est impossible. Pourtant, ils l'ont dit pendant des milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit pendant des milliers d'années? Parce que dans ce temps-là, c'était bon qu'ils le disent. Parce que ça a permis le développement de la philosophie pour le monde occidental. Mais quand c'est fini, ce pèlerinage-là, on apprend d'autres choses. Que l'homme ne peut pas se connaître par lui-même parce que l'homme est sujet aux lois du mensonge cosmique. Puis ça n'a pas été parlé, bien développé, cette affaire-là. Puis l'homme commence à comprendre les lois du mensonge cosmique à un moment dans sa vie, c'est quand il commence à communiquer avec l'invisible. C'est là qu'il s'aperçoit que ce sont des menteurs nés. Swedenborg, ça a été un des seuls hommes au 19e siècle qui a réussi à percer ça, au début du spiritisme, là, avec Kardec, la gang. Quand un homme, dans un corps matériel, assis dans sa chambre, commence à voir clair à travers le trucage des communications entre lui et l'invisible, Steiner, ça en était un autre, ça, qui a vu clair là-dedans, là, il commence à être smart. C'est là que tu commences à être smart. Puis après ça, tu commences à développer le discernement. Puis après ça, tu ne peux plus te faire pogner. Sans ça, l'humanité aurait été consciente depuis longtemps. Kardec a essayé. Comment est-ce qu'il y en a qui ont essayé, par toutes sortes de moyens, de communiquer avec les esprits? Les tables tournantes, toute l'affaire. C'est pour ça que la science s'est tourné le dos contre le spiritisme, puis les scientistes avaient entièrement raison. Il faut être très fort pour combattre les esprits. Il faut être très intelligent pour déjouer leur psychologie. Puis il n'y a rien qu'une sorte d'intelligence qu'on peut servir pour déjouer les esprits, c'est le contact direct entre l'homme et l'ajusteur de pensée. Tout ce qui est entre... Bon, on va vous dire d'autres choses. J'aime ça dans le salon, c'est bon, hein?
Nous autres, on sépare le monde en 3 plans. Il y a le monde matériel, il y a le monde des esprits, puis il y a les mondes de la lumière. Mais il y en a un 2 plans. J'emploie des mots encore. Le monde de l'homme dans la matière, puis le monde des esprits, c'est le même monde, ça. Ils sont aussi sans dessin que nous autres. Puis il y en a qui sont aussi grands que nous autres. Puis l'autre monde, qui est en dehors de la lumière, qui est derrière les formes, c'est le monde de la lumière. Ceux qui dirigent, puis qui créent. Ce que vous appelez, vous autres, des archanges, là, puis tout ça, là. Ça, c'est dans l'arrière. Eux autres peuvent entrer en contact avec l'homme quand les niaiseux entre les deux ont cessé de nous casser les pieds. Le monde des esprits. Pensez-vous que vous, si vous êtes niaiseux dans sa tête et que vous mourrez, vous allez être mat de l'autre bord? Ce que vous appelez des mauvais esprits, là, il faut faire attention. J'aime ça le salon, m'en faire ça plus souvent. Parce que ça me permet de parler tout seul. L'affaire des mauvais esprits, il faut se comprendre. Un petit gars qui meurt à 7 ans, puis qui s'en va de l'autre bord, qui n'a pas eu beaucoup d'expérience, souvent il va aller dans des domaines qui sont pas mal sombres. Il n'y a pas gros de lumière, il n'y a pas grande expérience. Le mot mauvais esprit, c'est un très mauvais mot, ça. Très, très mauvais mot. Parce que il y a des esprits qui sont pas mauvais, qui veulent évoluer, qui sont obligés d'attendre 200 ans, 700 ans pour réincarner, pour évoluer. Ce ne sont pas des mauvais esprits, mais ils ne sont pas dans la lumière. Alors, automatiquement, quand tu n'es pas dans la lumière, tu vois clair. Comme ils ne voient pas clair, si ça s'adonne que vous êtes sensible, et qu'ils communiquent avec vous, soit par des Ouija boards ou directement, à ce moment-là, ils vont faire la passe. Puis vous allez en souffrir de la passe. Puis j'en connais des séminaires, moi, que j'ai rencontrés qui ont souffert de la passe. Puis que je les ai débloqués de la passe parce que je sais comment est-ce que ça marche, là. Parce que j'ai la fusion avec eux autres. Ça prend... C'est intéressant. Il y a des bons médiums, puis il y a des mauvais médiums. Il y a des bons... Les médiums, c'est comme des toilettes. Il y en a qui laissent passer tout, puis il y en a qui choisissent. Puis un bon médium doit avoir le discernement dans ce qu'il reçoit. Sans ça, il contamine ceux pour lesquels il fait passer l'information. C'est normal. Puis la médiumnité, c'est une abnormalité, mais c'est une faculté de l'homme. Un jour, l'homme, moi je suis un médium, mais je suis pas un médium dans le sens que les gens parlent de médium. Je tombe pas en transe. Mais je suis un canard. Un médium, c'est un canard. Seulement, il est inconscient au lieu d'être conscient. C'est la seule différence. Et c'est le même processus. Mais ce qui manque au médium, c'est le discernement. Moi, j'ai un... Il n'est pas ici, il ne m'a pas en parler. D'ailleurs, il m'aime bien. Poirich, il travaille avec 3 personnes. Il y a Phyllis, il y a 2 autres, je me rappelle plus. En tout cas, ils sont 3. Il y a Poirich, elle, le médium, puis il y en a un autre. Bon. Ils sont en contact avec ce que le contact qui s'appelle Tom leur se donne comme nom Spectra. Des extraterrestres. OK. Ah. Là, Spectra, il envoie le groupe, la gang, tous les 3, là, ils les envoient tout partout. Ils envoient en Israël, ils envoient en Russie, parce que pour aller chez tout en avion. Ils les envoient tout partout dans le monde. Puis là, ils font de la méditation. Ils s'en vont à Leningrad, puis ils font de la méditation, ils s'en vont en Israël. Aussitôt que ça va mal, là, si ça va mal dans le monde, là, t'es sûr que tu vas trouver Poirich là. Il est tout là. Il y a une guerre au Vietnam, il est là. Il y a une guerre là, il est tout là. Là, il s'en va. Je suppose qu'il prend son argent, mais compter ça tout seul. Là, il s'en va là, puis il fait sa méditation. Autrement dit, eux autres lui disent quoi faire, puis ils le font. Là, j'ai parlé à Mikroski au téléphone. J'ai dit, écoute, minute. J'ai dit, ça fait 8 ans qu'il se promène dans le monde de même. J'ai dit, il est temps qu'il arrête. Il faut qu'il s'imagine, lui, qui va se promener dans le monde, qui va faire des méditations, puis qui va arrêter la guerre en Israël, puis la guerre au Vietnam. J'ai dit, j'ai des petites nouvelles pour lui. J'ai dit, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est qu'il est obligé de payer du karma, de brûler du karma pour des activités ancestrales qui ont été commises de 34 000 ans. Fait que j'ai dit, mec, tu l'appelles, mais quand il parlera au téléphone, tu lui diras ça. Comme de fait, Mikroski, comme toujours, il l'appelle tout de suite.
Poiret, tu dis, c'est drôle, il dit, j'avais pas pensé à ça. Il avait pas pensé à ça. T'as pas le temps de penser à ça. Faut que tu le saches tout de suite. Parce que si tu prends le temps de penser à ça, tu vas te dépenser de l'argent, puis de l'énergie pendant des années de temps, pour te promener dans tous les pays du monde pour aller dans ta guerre. Parce que Tom en haut, il dit ça. Le Yovan, c'est le mien. Puis j'ai dit, à part ça, j'ai dit, mets-toi en contact avec Philippe, là. Puis j'ai dit qu'il se mette en... Il me connaît, Tom, là. J'ai dit, m'en dis si j'ai raison. Ils ont dit, il a raison. Mais c'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde. Qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la lumière, puis il y a le monde de morts vivants, puis de morts. Nous autres, on est des morts vivants, tant qu'on n'est pas conscient, puis il y a des morts. Puis les morts, c'est des morts.